Nos trois invités de la seconde table ronde de cette matinée sont déjà présents et ils s'apprêtent à monter sur scène. Elle sera consacrée à la sûreté dans l'espace public et à l'usage des nouvelles technologies dans ce cadre. Elle sera animée par monsieur Sébastien Garnaud. Sébastien Garnaud qui monte sur scène actuellement, qu'on peut applaudir chaleureusement. Il a servi dans les armées en tant que lieutenant de vaisseau. Il a entrepris de fonder une agence événementielle en conseil en stratégie dédiée à la transformation numérique et au cyber. Et il a fondé la Cyber Task Force qu'il préside, un groupe qui réunit des experts et des décideurs publics sur cette question des cyber, afin de resserrer les liens entre ces acteurs. C'est un groupe français, mais comme la France n'est pas la panacée, il a entrepris la même chose au niveau européen avec la Paris Cyber Week. Monsieur Sébastien Garnaud qui s'est installé à votre gauche. Nous accueillons deux autres invités à ses côtés. Tout à droite, monsieur Dominique Legrand, président de l'Association nationale de vidéoprotection depuis 2004, qui, comme son nom le laisse suggérer, est un think tank qui rassemble les acteurs des métiers de la sûreté électronique. Au centre, nous sommes ravis d'accueillir monsieur Patrick Perrault, qui est docteur en machine learning, qui a été chercheur associé à Paris et à Toulouse, et qui, depuis un an, occupe un poste à la Gendarmerie nationale en tant que coordinateur sur l'intelligence artificielle et chargé de mission sur la stratégie de la donnée. C'est donc pour cette table ronde d'une durée de 45 minutes que nous les recevons, consacrée à la sûreté dans l'espace public. Quels usages avec les nouvelles technologies? Je crois que le format sera un tout petit peu différent puisque des questions pourront être posées à trois moments ou à plusieurs moments pendant cet échange. C'est monsieur Garnaud qui a la main là-dessus. Je vous laisse la parole. Bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présents. Bravo aux organisateurs déjà d'avoir tenu un événement physique. C'est toujours plus utile et plus agréable à la fois, et puis ça montre que finalement la sortie de crise est proche. Merci également de nous avoir présenté. Les règles du jeu, elles ont été énoncées. On est ensemble pour 45 minutes. Ce qu'on va vous proposer, c'est 3 temps, et à la fin de ces 3 temps, on prendra des questions s'il y en a. Le plus dur est toujours la première, donc je vous inviterai à la poser. Il y a bien sûr jamais de questions bêtes, hein. Il n'y a que les réponses qui le sont. Et puis si jamais vous n'en avez pas, moi j'en ai quelques-unes. Je vous propose de démarrer donc tout de suite. On est en plus dans un sujet d'actualité assez brûlant puisque l'Assemblée nationale et le député Jean-Michel Miss viennent de rendre un rapport au Premier ministre sur la question de l'usage des technologies au service de la sécurité globale. Et donc, parmi les enjeux qu'il y a, on peut évoquer bien sûr les drones, les caméras, l'intelligence artificielle, finalement toutes les technos qu'on peut retrouver dans nos usages privés, mais qui finalement, au service de la sécurité publique et de la sûreté, peuvent aussi avoir un impact sur nos vies en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'entreprise. Messieurs, on démarre. Déjà, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel est le sujet, de quoi on parle, quels sont les enjeux. Vous êtes à la fois des représentants du secteur public et du secteur privé, régalien et puis industriel. Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'enjeu en fonction de vos positions? Mon colonel, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on se demande parfois pourquoi la gendarmerie s'intéresse à ces sujets. J'ai plutôt envie de dire pourquoi on pourrait ne pas s'intéresser à ces sujets, tant ils sont, à mon sens, déterminants et structurants et passionnants. Demain, les décisions qu'on va prendre auront un impact qui sera irréversible. Et on est véritablement à une époque charnière, je pense, sur ces questions de sûreté de l'espace public. Les enjeux, je les vois à différents niveaux. Je dirais que tout d'abord, il y a un enjeu de gouvernance autour de la sûreté de l'espace public. Qui gouvernera la sûreté des espaces publics? J'y vois peut-être 3 scénarios, un peu extrémistes. Le moins extrémiste, je dirais, le statu quo, c'est-à-dire que c'est l'État au sens large, je ne parle pas du gouvernement, les collectivités territoriales, les mairies, et puis le niveau national, qui a la gouvernance. On pourrait aussi avoir les géants du numérique, qui gouverneraient la sûreté de l'espace public. Et on pourrait aussi avoir une forme d'autogestion. Le citoyen, on parle beaucoup d'open data, d'open source. Peut-être que là aussi, ce serait une possibilité. Mon penchant, il y a un certain biais. Je travaille sur l'intelligence artificielle, on parle souvent de biais, et plutôt une gouvernance de l'État.
vers laquelle je pencherai. Mais j'espère que l'État ne va pas se faire déposséder de ce vecteur-là. On a un sujet aussi au niveau de l'usager. Quelle sera la place de l'usager dans cette sûreté de l'espace public? Comment il restera possesseur de ces données? Comment il gardera une forme d'autonomie par rapport à son mouvement dans l'espace public? Et puis on a aussi un enjeu au niveau des fournisseurs. On a un certain nombre de stands avec de nombreux fournisseurs qui proposent de grandes solutions. Et bien là, il y a aussi un enjeu économique. Est-ce qu'on favorise une économie européenne? Est-ce cette économie doit être internationale? Qui seront les fournisseurs de ces outils qui, demain, géreront l'espace public? Merci. Donc, en fait, finalement, vous posez la question du partenariat aussi public-privé, parce que s'il ne faut pas se faire déposséder, ça veut dire aussi qu'il faut bâtir une industrie. Et ça, c'est plutôt votre sujet, Président. Du point de vue de la N2V, quel est le sujet pour finalement la transformation numérique de l'espace public? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, à la N2V, on essaie toujours de se projeter à un horizon de 10 ans pour essayer de donner un cap. Qui n'a pas de cap n'a pas d'espérance d'y parvenir. Beaucoup de choses ont évolué. Les éléments significatifs récents, j'ai envie de dire, et ça je le ressens en tant qu'A2V. Donc A2V, c'est 145 membres dans l'offre et quelques milliers d'utilisateurs finaux, plus les forces étatiques. Donc un panel justement très, très, très large et représentatif des technologies de sûreté pour justement avancer sur ces sujets. Le premier point, alors moi je viens de la technologie à la base, je suis un technologue. Et plus ça va, moins on parle de technologie, parce que le constat, c'est que les technologies sont prêtes. Si vous vous baladez sur les stands, vous voulez détecter un chien qui traverse ou une voiture à contresens ou je ne sais trop quoi, ou qu'on vous envoie un SMS, on sait tout faire. Et quand je suis provoque, je dis même parfois arrêtez la R&D, côté techno, on a tout. Par contre, justement, depuis 4-5 ans, et ça va s'accentuer, on parle plus d'usage. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette boîte de Lego? On a des caméras, on a de l'IA, et les freins, justement, sont ailleurs, finalement. Alors, au sein de l'N2V... Ils sont où? Voilà. Au sein de l'N2V, on a un modèle depuis 2004, notre création, mais qui justement évolue avec le temps, pour décomposer tout projet, toute idée d'un élu. La décomposition est la suivante. Stratégie, organisation, technologie, juridique, finance et éthique. Et je le connais même tellement par cœur, cette décomposition, que je dis strat, orga, technique, juridique, finance et éthique. Et la techno est une brique, on a 19 sur 20. On a tout. Par contre, en termes de gouvernance, de doctrine d'emploi, si on parle que de sécurité, si on étend à la Smart City, où est-ce que ça va arriver? Qui va gouverner? Qui va prendre les informations? On va parler de la donnée tout à l'heure. De stratégie, de juridique. On peut avoir des freins juridiques. Donc finalement, on part d'une technologie, on part de solutions technologiques. Le dossier est prêt depuis 5 ans. Et maintenant, on n'a plus que des freins qui sont essentiellement les deux plus mauvaises cases sont organisation, donc conduite de changement. Et là-dessus, il faut se former, pour être clair. Et juridique, où il peut y avoir des freins. Et c'est là où, depuis le rapport d'Alice Toureau et de Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité, puis plus récemment la loi de sécurité globale, puis le rapport MIS, puis la LOPSI, en résumé, ça bosse, et c'est tant mieux. Donc le juridique est en train de s'évanouir avec une loi d'expérimentation qui est dans les tuyaux. Donc côté juridique, ça va. Maintenant, il reste à changer côté collectivité, avoir l'ambition de dire on va changer notre ville. Et justement, merci de terminer sur ce point, parce que finalement, devant nous, on a aussi des représentants des collectivités. On a des nouveaux exécutifs depuis maintenant quelques mois. Et tout le monde se lance dans la Smart City, justement. Et on envisage souvent la Smart City comme de l'insertion de la technologie dans la ville. Mais vous posez la question du plan stratégique. Mon colonel, est-ce que vous, de votre point de vue, quelle est votre expérience? Est-ce que vous collaborez avec les exécutifs locaux et avec les collectivités territoriales? Et quel est votre sentiment sur cette appréhension du plan que venait d'évoquer finalement la stratégie de la transformation numérique, encore une fois, de ce français, de la Smart City?
Alors je rejoins les propos de Dominique sur cette idée de stratégie. Et effectivement, bien entendu, on travaille avec les collectivités, avec les départements, avec les régions, parce que la gendarmerie, c'est d'abord une force des territoires. Et je voudrais insister sur ce point, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des enjeux, mais on parle beaucoup de Smart City. Et dans Smart City, il y a City, et il n'y a pas beaucoup de territoire. Et je pense que ce qu'il ne faudrait pas demain, c'est qu'on ait une véritable fracture des territoires entre des mégalopoles, des grandes villes hyper connectées, et des territoires qui, à force de ne pas être connectés, finiraient par vivre en autarcie. Et on aurait deux mondes qui, à un moment, finiraient par ne plus se parler. Donc je pense que ça, c'est un des enjeux. Et en termes de continuité de service, la gendarmerie est très attachée à cette accessibilité des services pour le citoyen. À l'inclusion aussi, finalement, numérique. Exactement, à cette notion d'inclusion, qu'on tente de n'abandonner personne. On abandonnera du monde, c'est évident. Ce serait naïf de penser le contraire. Pour autant, il faut absolument qu'on ait cette vision très globale de cette idée de territoire connecté et pas seulement dédié aux grandes villes. Et quels sont, Président, mon colonel, quels sont les risques ? Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas ? Ou si on ne le fait pas, vous en parliez, et on reviendra dessus sur la question notamment des technos qu'on utilise, d'où elles viennent et par qui elles sont opérées, mais quel est le risque si on ne le fait pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Justement, comme ça vient d'être évoqué, on risque d'avoir une fracture de sûreté. C'est-à-dire que, fracture de sûreté. Ce qui veut dire qu'au centre-ville, on n'a plus aucun espoir de faire un cambriolage sans être topé. Et à l'opposé, en campagne, en ruralité, on a encore zéro chance d'être topé. Donc allons-y gaiement. On appelle ça l'effet plumeau ou l'effet report. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure qu'effectivement, je trouve que le juridique travaille fort depuis ces derniers temps, dans la loi de sécurité globale, je vous invite à aller regarder précisément ce que dit l'article 42, qui est sur notre site web anw.org si vous ne le connaissez pas par cœur, et qui incite justement, y compris des départements ou des véhicules juridiques qui correspondent à cela, où justement on peut espérer désormais installer des gros CSU, centres de surveillance urbain, à l'échelle du département. Et j'étais pas plus tard qu'hier avec monsieur Lisuré, ex-DGGN, et aujourd'hui adjoint à la sûreté de Chartres, n'est-ce pas, qui lance un grand projet sur Chartres et Chartres Métropole, 66 communes, pour justement rompre cette fracture de sûreté. Parce que Chartres, hyper centre-ville, autour de la cathédrale, va avoir de l'IA, des caméras impeccables, mais les 66 communes autour, et parfois c'est 500 habitants, et là il s'est mis à pleurer avec nous en disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'un maire de 500 habitants, on lui dit il faut faire attention au cyber, il faut faire attention au cambriolage, il faut me toper des plaques, bon, c'est pas son travail. Donc justement c'est une structure avec un effet de seuil, une masse critique comme on dit aussi en technique, plus forte, qui là est la métropole. Mais la métropole de Chartres et 66 communes, c'est pas le département 28 non plus. Et là-dessus, nous on a un certain nombre de départements qui se lancent, donc le 78 au travers de Seine-et-Yvelines numérique, donc 78 et 92, mais aussi l'Ain au travers de son syndicat d'électrification SIEA, mais aussi le 42, la Loire. J'allais en parler. Enfin, en résumé, Ciel 42, voilà. Typiquement, Ciel 42 a attaqué en disant, dans un premier temps, il faut des candélabres pour tous dans l'échelle du département. C'était leur première mission il y a 10 ans. Depuis 5 ans, ils installent de la fibre optique pour tous, pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Et là, demain, et grâce à cet article 42, merci Alice Toureau pour sa ténacité, va nous permettre justement d'imaginer des dispositifs à l'échelle du département pour rompre justement la sûreté territoriale. Je vous en prie, mon colonel. Si je me permets de rajouter, je crois qu'on a les collectivités territoriales, l'État au sens large, les forces de sécurité n'ont pas le choix que de s'engager dans ces questions-là, parce qu'il y a une idée d'explicabilité derrière sur les systèmes qu'on va utiliser. Il faut être capable de les comprendre, de les expliquer. C'est une notion de redevabilité vis-à-vis du citoyen. Et le risque que j'y vois, si on n'y va pas, c'est que d'autres y vont de toute façon. Et on peut craindre une forme de vassalisation technologique dans un premier temps, avec des Qu'est-ce que ça veut dire, vassalisation technologique ? Parce que dans le cyber, on comprend bien. C'est quoi le sujet de la vassalisation ? En fait, typiquement, c'est être totalement dépendant des GAFA
pour les Des citer, géants. et ne pas avoir la main sur ces GAFA. Alors, il y a d'abord cette vassalisation technologique, mais elle s'accompagnera d'une vassalisation juridique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est eux qui vont nous imposer les codes. Et de cette vassalisation juridique, on risque d'arriver sur une vassalisation politique. Et donc de perdre totalement cette souveraineté qu'on peut encore avoir, mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous si on veut effectivement conserver une capacité souveraine sur ces sujets qui, à mon sens, encore une fois, sont extrêmement structurants pour l'avenir. Merci mon colonel. C'est tout ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de cet entretien. Moi, ma porte d'entrée de la Smart City, c'est celle de la cybersécurité, qui répond peut-être à la question de la souveraineté, parce que c'est quoi la cybersécurité ? C'est finalement s'assurer qu'on va pouvoir utiliser la technologie en toute confiance, en toute maîtrise. Et la maîtrise, c'est probablement l'État, les collectivités qui doivent l'avoir, mais c'est aussi les entreprises et les citoyens. Mais on n'est pas sur un colloque sur la cyber. Dernier point avant de prendre un tour de questions. Donc on a bien compris, il nous faut une industrie, il y a des risques, il y a des enjeux de services publics. Est-ce que vous voyez la cybersécurité comme l'un des outils de la transformation numérique des collectivités territoriales et des territoires? Et si oui, comment, de part et d'autre, elle est abordée? Et peut-être je vais me tourner tout de suite, excusez-moi, vers mon colonel, puisque en juillet dernier, la gendarmerie a lancé son Comme Cyber, ce qui montre bien que finalement la gendarmerie le prend très au sérieux. Oui, alors le Comme Cyber GEND, pour distinguer du Comme Cyber qui est au sein du ministère des Armées, a été créé récemment. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne faisait rien dans le domaine de la cybercriminalité ou de la cybersécurité. On était très actifs. Mais aujourd'hui, il y a une autre dimension, effectivement, qui est illustrée par cette création. C'est qu'on veut prendre la cyber au sens large dans son action de prévention également, dans son action d'accompagnement des territoires. Et on se rend compte que demain, la donnée va être partout. La donnée partout, ça veut dire des failles partout. Et face à cette problématique-là, je crois qu'on ne peut pas échapper à une riposte globale, enfin une défense globale par rapport à ces attaques potentielles qui pourraient arriver d'un peu n'importe où. Oui, parce que président, je suis maire, j'ai des systèmes d'information, je ne les maîtrise pas parce que ce n'est pas mon sujet, j'ai un DSI. Et en ce moment, il y a une vague de ransomware qui est en train de déferler sur les collectivités territoriales. Je pourrais citer Angers, je pourrais citer les hôpitaux d'ailleurs, Rouen, Dax, mais aussi Ponto-Combo, c'était la PHP il y a une semaine. Donc cette question aussi de sécurité de l'insertion de la technologie dans la ville et les territoires, c'est aussi une question de continuité des services publics. Vous l'appréhendez ? Et je vais retomber sur mes pieds avec cet article 42, finalement. La problématique cyber, elle est pleine et entière, mais comme vous le savez tous, il y a 40 communes de plus de 100 000 habitants et il n'y a que 1000 communes de plus de 10 000 habitants. Dans les 36 000 communes, on comprend tout de suite que le bas du tableau Excel arrive très vite au rang 2 ou 3 000 et que finalement, la plupart des maires ont 1000 ou 3 000 habitants. Et précisément, hors de question d'avoir un ingénieur cyber, de la formation, de la mise à jour. Ce pauvre maire, pauvre je m'entends, de 500 habitants, il dit « moi j'ai mis un antivirus sur mon PC, je crois que je suis bon ». Et on sait qu'on est à 98% du chemin non parcouru. Donc, je reviens sur mon idée de masse critique. Et précisément, donc, dans le contrat stratégique de filière sur lequel la N2V... Le contrat stratégique de filière, qu'est-ce que c'est ? Juste en un mot ? Alors, en un mot, mais je rouvre la parenthèse, mais je reviendrai sur le précédent, parce que justement, précisément, il va falloir monter des plateformes cyber. Où, et ça c'est le groupe de travail numéro 3 du CSF que je vais expliquer, où le maire de 500 habitants aura un numéro de téléphone, mais qui ne sera pas uniquement son tonton qui connaît un peu l'informatique, ou l'ANSSI qui dira « attendez, votre problème de 3 ordinateurs, je ne peux pas le gérer ». À l'opposé justement de Angers ou Rennes ou Paris, qui là aura tout de suite 4 ingénieurs de l'ANSSI qui débarqueront parce que c'est un petit peu grave quand même. Donc on parle bien de cette fracture-là, où il va falloir imaginer des plateformes de confiance, parce que si l'offre aussi c'est n'importe quoi, Madi Nazi, on va vers du grand n'importe quoi. Donc ce contrat stratégique de filière, il est là justement pour restructurer tout cela. Et une filière, qu'est-ce que c'est ? Il existe une petite vingtaine de filières en France. Tout le monde a déjà entendu parler de la filière textile, de la filière automobile.
Et la filière sécurité, personne, bah oui, elle n'existait pas. Et donc, alors c'est un long travail, je vais passer très rapidement, mais l'AN2V, plus le J4, le JCAN, le JFAS, plus ACN, plus Exatrust, je les ai cités les 6, nous sommes 6 à travailler avec nos membres, donc un bon millier d'entreprises, sur la structuration de la filière de sécurité, et qui sont au nombre de 5 projets structurants. 1, les JO et les grands événements. 2, les enjeux cyber. 3, l'identité numérique. 4, territoire de confiance, nous y sommes, dans les territoires. Et 5, cloud de confiance. Alors là, je vous invite à surfer où on est là, je suis très prolixe et notre temps est compté. Sur territoire de confiance, on a 5 axes. Au sein de l'axe 1, sur les territoires, on a 10 groupes de travail. Dans le groupe de travail numéro 3, on parle de CERT et SOC, pour ceux dont ça parle, qui sont des centres d'appel où le maire de 300 habitants va pouvoir avoir un vrai numéro de téléphone et une véritable assistance dans un premier temps en ligne, puis une intervention si besoin, enfin quelque chose de hiérarchisé, mais sain et professionnel et souverain, où son petit problème cyber sera traité. Alléluia. Merci. Bon, voilà pour cette première séquence. On a posé le cadre. On comprend donc qu'il y a un problème finalement de compétences et donc de formation, un problème de moyens. Et donc l'État, si je comprends bien, est en train de structurer les choses pour permettre à l'élu de pouvoir avoir des ressources qui soient mutualisées, qu'elles soient étatiques, régionales, départementales et métropoles, communautés d'agglo. Est-ce que sur ce premier balayage assez large des enjeux, on a des questions? Je l'ai dit, c'est toujours la première qui est la plus compliquée. Voilà. Merci, chère madame. Alors, je vous donne les règles des questions. Comme à l'Assemblée nationale, on pose sa question, mais on peut introduire en 2 phrases. Très bien, c'est très précis comme question. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Vous mentionniez une loi d'expérimentation qui est dans les tuyaux. Et je voulais juste savoir si vous aviez plus d'informations à ce sujet. Alors, normalement, tout le monde se tourne vers moi. Oui, parce que dans ce que je fais, je suis aussi en lien avec le Parlement. Oui, la loi d'expérimentation, en fait, quel est le sujet? On parle de technologie, mais on a aussi des freins juridiques, on l'évoquait. Et les freins juridiques, ils sont notamment sur la question des données personnelles, et donc de la CNIL. Et vous avez peut-être tous entendu parler des tests qu'il y a eu à Nice sur la vidéoprotection et la reconnaissance faciale. En l'état du droit, ce n'est pas possible. Ok. Il s'avère quand même qu'il y a un mouvement de l'histoire et que donc les technologies vont s'imposer à un moment ou à un autre. La question qui se pose, c'est est-ce que ce seront les nôtres ou est-ce que ce seront celles de ceux qui auront pu expérimenter? Or, pour pouvoir faire ces tests, parce que finalement c'est juste tester, il faut adapter le cadre législatif et réglementaire. Donc la loi qui va être présentée maintenant, le rapport a été rendu le 9 septembre. Je pense que ça va être transformé assez vite parce que le calendrier politique est assez court, finalement. Elle va arriver. Et donc l'idée, ce sera de pouvoir permettre d'expérimenter l'usage des technologies dans un cadre qui soit conforme et régulé par la CNIL, qui n'a pas aujourd'hui les outils juridiques. La CNIL, c'est un peu la bête noire de tout le monde sur ces questions de techno parce qu'elle est la gardienne des données personnelles et donc finalement d'une partie de la citoyenneté. Je parle sous votre contrôle. Hein. Je vous en prie, Président, et puis mon colonel. Pour apporter un autre angle également, l'expérimentation, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas un prétexte pour dire plus tard, jouer dans un précaré et on verra dans un an parce que votre question m'énerve et sur reconnaissance faciale, je ne sais pas trop quoi dire, donc jouer dans un bac à sable. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas précisé qu'au sein de l'AN2V, grâce au Covid, il n'y en a pas beaucoup qui disent grâce au Covid, on a des outils Zoom, Teams au quotidien, on a monté plein de groupes de travail, et dont un qui est le dénombrement, la tentative de dénombrement des usages autour des dispositifs de sécurité électronique, notamment la caméra. Et au début, je l'avais appelé le groupe de travail 50 usages, parce que régulièrement, on dit des usages, il y en a plein, on peut compter les gens, etc. Il y en a plein. Et j'ai eu plusieurs fois l'objection de dire, bon, il y en a plein, mais il y en a combien? Et donc, j'avais lancé ce groupe de travail, j'étais 50 usages.
on s'est arrêté à 130 usages. Et précisément, la reconnaissance faciale, c'est l'outil. Et j'ai dit, l'outil marche, il n'y a aucun souci, on sait que ça marche. Par contre, quels sont les usages acceptables par le citoyen, acceptables au sens juridique du terme, acceptables organisationnellement parlant, etc., ça on n'en sait rien. Et il va falloir effectivement lancer des grandes expérimentations pour faire le tri. Et par exemple, la première dichotomie qui tombe sous le sens, c'est la différence entre authentification, où j'ouvre mon smartphone avec une reconnaissance faciale, ça pose de problème à la personne. C'est de la reco faciale, oh mon Dieu. Ben oui, mais c'est moi qui me suis mis dessus et je suis parfaitement d'accord. Versus retrouver une fichesse en France, et là, il faut que la fichesse se balade sur tous les serveurs hackés aujourd'hui, et là, on dit au secours, etc. Donc, on voit bien qu'à nouveau, ce n'est pas l'outil qui pose problème. Et donc là, tout simplement, il faut expérimenter, et comme je dis souvent, il faut expérimenter échelle 1. Le drame de la CNIL, c'est qu'elle nous fait expérimenter sur un quai de métro sur 10 mètres carrés, comme l'expérimentation de Nice, où il y avait un couloir ici reco-facial, puis tout le reste de Nice vide. Donc ça, c'est nul. Moi, je veux une ville comme la ville de Chartres, ou la ville d'Angoulême, échelle 1, où les 400 caméras ont 10 usages, et puis on essaie de comprendre, et à l'issue de ça, on en sort d'une doctrine, et là, les députés vont pouvoir légiférer. Merci. D'ailleurs, expérimentation, on finira dessus, chère madame. Je vous remercie de votre question. Est-ce qu'on en a peut-être une deuxième ? Eh bien non, c'est pas grave, parce que justement on va enchaîner sur cette question-là. Une fois qu'on a compris, grosso modo, quels étaient les enjeux, quelles étaient les problématiques, la vraie question c'est quel service on rend aux citoyens et aux organisations. Et là, il y a un outil particulièrement utile qui est la donnée. Je pense, et j'entends dans tout le salon, que la donnée est au cœur. La table ronde précédente parlait des données de santé. Il y a aussi les données d'intérêt général quelque part. La question de la donnée... et on a commencé à l'aborder avec le CSF, etc. C'est peut-être la question de la gouvernance, l'exploitation, mais à la fin, pour quels usages ? Et donc, mon colonel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur l'enjeu de gouvernance de la donnée ? Pourquoi on a besoin d'avoir cette gouvernance ? Et finalement, quels pourraient être les usages, à la fois pour la gendarmerie, mais peut-être aussi pour la collectivité ? Alors, la donnée est effectivement déterminante, mais je voudrais commencer peut-être par le rapport qu'on a les uns les autres par rapport à la donnée. On avait tout à l'heure une table ronde animée par Laurence Vanin qui est philosophe, et je crois que notre rapport à la donnée est assez curieux, c'est-à-dire que sur notre donnée, notre donnée personnelle, on la diffuse partout. Elle est sur tous les réseaux sociaux, on est totalement géolocalisé avec nos smartphones, et ça ne nous gêne pas. Ou pas beaucoup. En revanche, dès que c'est pour la collectivité, dès que c'est pour, j'ai envie de dire, le bien commun, dès que c'est pour la sûreté des espaces publics, on est beaucoup plus réticent. Et c'est assez étonnant, un peu schizophrène, sur le rapport qu'on peut avoir à la donnée. Et c'est pas partagé dans tous les pays. Donc là aussi, même au sein de l'Europe, c'est une vision qui est pas partagée par tous. Et donc c'est le rapport à la donnée, il est assez culturel. Alors bien évidemment, je connais bien le domaine de l'intelligence artificielle. On ne fait rien sans la donnée. On a besoin de données. Typiquement, on a déjà beaucoup de données, nous, mais c'est à quelle fin ? Aujourd'hui, la gendarmerie, comme nos camarades de la police nationale, on travaille beaucoup en réaction. C'est-à-dire qu'il se passe un fait, on est plutôt bon à réagir face à ce fait pour essayer d'apporter une solution. Aujourd'hui, ce qu'on veut avec la donnée, c'est agir en anticipation. Et c'est ce qu'elle nous permet aujourd'hui, à condition, effectivement, non pas de lever des barrières juridiques, mais d'adapter à un moment le droit. On en a parlé d'expérimentation, donc on y reviendra tout à l'heure, mais adapter le droit, effectivement, à l'exploitation de la donnée, à des fins pertinentes. Et il faut qu'on soit contrôlé, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit un peu plus libéré sur nos accès à la donnée, mais peut-être beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus sanctionné. Je pense que ça rejoint la notion de confiance envers l'État, parce que là, on traverse une crise de confiance envers l'État. J'en veux pour preuve la crise du Covid aujourd'hui, les applications de lutte contre le Covid. On préfère confier nos données à des GAFA plutôt qu'aux États, pour nous avertir s'il y a un problème de données. Donc c'est à mon sens une vraie difficulté. Alors de quoi on a besoin comme données ? J'ai envie de dire toutes les données on les a. C'est simplement de pouvoir les exploiter à des fins de prévention, à des fins d'anticipation.
Et je voudrais peut-être rajouter un point sur la donnée, parce qu'il faut être très prudent par rapport à la donnée. Actuellement, on travaille beaucoup sur tout ce qui est de deepfake, sur tout ce qui est problématique autour de l'information. Demain, on parlait tout à l'heure de l'espace cyber. Demain, ce ne sera même plus la peine d'attaquer les systèmes d'information. Il faudra attaquer les serveurs et de modifier l'équilibre des données avec des fausses informations, avec des fausses données. Et nos modèles seront complètement changés par cette donnée. Donc la donnée, elle est cruciale et il faut qu'elle soit protégée, mais il faut qu'elle puisse être utilisée dans un cadre juridique qui évolue au fur et à mesure en fonction des applications et qu'on puisse aller devant la CNIL, qu'on puisse aller devant la représentation nationale pour expliquer nos besoins et ce qu'on a besoin de faire. Président, avant de vous céder la parole, je voudrais juste donner un exemple. Typiquement, la fuite de données de la PHP, il y avait quoi dedans? Nom, prénom, état civil, numéro de sécurité sociale. Quel est le risque? De faire une carte vitale à votre nom. Et ça a un impact très très concret sur les finances publiques, immédiatement. D'où la notion de la sécurité de l'information. Deuxième exemple, la ville d'Ouille, dans les Yvelines, le maire, 2 mois après son entrée en fonction, son premier courrier n'a pas été de dire « Merci mes chers concitoyens, maintenant on va pouvoir mener le programme politique pour lequel vous m'avez fait confiance ». Ça a été de dire « Bon, écoutez, on a un petit problème. Toutes vos données, elles ont été exploitées. Et donc elles ont fuité. Et donc elles sont potentiellement revendables sur le web. » Aujourd'hui, il faut savoir que on a peut-être tous, je pense qu'on l'a tous reçu, ce mail d'un ami coincé à Bamako ou en Grèce, dans un aéroport qui nous demande 3 000 €, avec des fautes d'orthographe dans le mail. Ok, celui-là, on le reconnaît très bien, maintenant on sait. Il y a des mails particulièrement bien faits, mais même plus que ça, qui en ce moment vous disent, en tête gendarmerie ou police nationale, qui vous disent contrôle du pass sanitaire, on voudrait être bien sûr que votre pass sanitaire fonctionne, est-ce que vous pouvez nous envoyer la copie de votre pass, faire un peu de reconnaissance faciale, parce que mine de rien, c'est déjà utilisé, comme on le disait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on alimente un business des passes sanitaires. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dans le fond, c'est pas le sujet, c'est illégal, donc c'est pas bien par définition. Mais c'était pour donner des exemples concrets de risques, à la fois pour le maire, parce que son premier contact avec les citoyens, je peux vous dire que c'est pas agréable d'envoyer ce genre de courrier, à la fois pour les finances publiques et pour nos vies personnelles, parce que les usurpations d'identité, c'est assez simple. Et il est là le sujet de cybersécurité, si je puis dire. Pardon, Président, j'ai pris ma part dans la discussion, mais vous vouliez réagir également. Absolument, sur la donnée. Alors maintenant, vous connaissez le gimmick, la donnée. Groupe de travail numéro 2 du CSF, où Mona Treka de Pleine Commune a pris le leadership. Les métiers de la donnée n'existent pas encore, ou presque pas, entre guillemets. La donnée, on l'a compris, ou tout du moins, les GAFA l'ont compris. Ils font des milliards. Nous, on arrive un petit peu en retard sur ce sujet. On n'a toujours pas compris que c'était de l'or. Et un point qui est très important lorsque je parle des métiers de la donnée, il y a la collecte de la donnée, il y a son stockage, il y a sa transformation. Est-ce que je vous la délivre brute et vous débrouillez avec un gros fichier, ou est-ce que je vous la délivre déjà présentée? Est-ce que j'en fais des extraits, etc. Bref, tous ces métiers ne sont pas encore inventés. Je n'ai pas 12 noms de sociétés à vous présenter sur les quelques exemples que je viens de vous donner. Mais une chose est sûre, la collectivité souhaite aujourd'hui, et tout du moins c'est nous aussi qui vous y incitons, souhaite récupérer la propriété, la gestion de ces données. Là où hier on a tout laissé en pâture aux GAFA au sens large, mais aussi à Waze pour dire où sont mes bouchons dans ma petite ville d'Angoulême, je reprends toujours l'exemple, peu importe. Mieux que ça, si Angoulême veut faire dans son site web quelque chose, elle doit acheter les données à Waze. Génial! Demain, l'idée, c'est que Waze doive acheter des données à la mairie pour présenter je ne sais trop quoi. Donc la réappropriation de la donnée au sens large, tous azimuts, que ce soit des données de sécurité, mais que ce soit des données de soutenabilité, si on parle d'écologie, qui s'est invité au débat au même titre que Smart, etc. Toutes ces données, la collectivité se doit de se réapproprier l'ensemble. Et donc forcément, on rebalaye tout
comment est-ce que je collecte, comment est-ce que je stocke, qui est souverain, qui est de confiance. Et la problématique, et je termine avec ça, la défiance qu'il y a vis-à-vis de la police, au sens large, c'est le manque de confiance. C'est oh là là, non mais si je file mes coordonnées comme quoi j'ai 3 amendes ou je sais pas quoi à la police, ils vont me tomber dessus, etc. Alors que les GAFA, c'est loin, rien à faire. Alors que c'est le contraire. La police veut plus notre bien que les GAFA. Je donnerai des exemples, mais mon colonel, vous vouliez réagir. Moi, je voudrais juste rajouter un petit mot sur toutes les données qu'on transmet aux GAFA et qu'on transmet volontairement. On se pose la question, nous, mais pourquoi ça n'interpelle pas le citoyen ? En dehors de certaines questions, mais n'empêche que tous les jours, on continue à leur en donner. Tout simplement parce que les GAFA nous rendent un service par rapport aux données qu'on leur transmet. Gratuit. Typiquement, et gratuit. Typiquement, tout à l'heure, en quittant le métro, je voulais savoir où est l'espace Champéret, je mets ma géoloc. Donc je donne des informations d'où je suis et où je vais aux GAFA, parce que les GAFA, en retour, me disent comment y aller. Et je crois que la confiance qu'on a abordée, Dominique et moi-même, c'est peut-être que l'État doit aussi réussir à mieux communiquer sur ce qu'il apporte aux citoyens dès lors que le citoyen met à disposition de la donnée. Il faut qu'on ait ce rapport, et je parlais tout à l'heure de redevabilité, mais il faut qu'on ait ce rapport de lien entre le citoyen et l'État sur vous nous donnez de la donnée, voilà ce qu'on en fait, voilà ce qu'on ne fait pas avec, parce que c'est tout aussi important de dire ce qu'on ne fait pas avec, parce que ça met fin à un certain fantasme, mais surtout le service qu'on vous apporte en contrepartie. Merci mon colonel, c'est une bonne transition pour 2 exemples concrets que je voulais vous donner. Au moment où la question d'avoir une application tous anti-Covid, stop Covid s'est posée, il y a eu un débat. Je passe le débat de savoir s'il fallait une application ou pas, mais une fois que la décision politique avait été prise, le débat était de savoir est-ce qu'on utilise l'appli de Google Apple ou est-ce qu'on fait la nôtre ? Et quel était le sujet derrière ça ? C'était justement les données, et les données de santé. Alors pourquoi ça intéresse Google d'avoir nos données de santé dans l'absolu ? On ne voit pas trop. Je vais vous dire pourquoi. En septembre 2020, Google a annoncé qu'ils allaient faire de l'assurance. Donc je connais votre état de santé, puisque vous me le dites, et donc je sais si je vous assure ou pas. Et donc là, on rentre encore une fois dans une notion d'intérêt général, c'est qu'on va être couvert par une assurance en fonction de notre état de santé. Et donc on va discriminer les gens malades, en fait, concrètement. Vous êtes malade, c'est niette, je ne vous assure pas. Et donc ça, c'est aussi, et je me permets de le dire comme ça, c'est aussi une vision culturelle du sujet. Et quand on vous propose un service gratuit, je ne sais pas ce qui est gratuit dans la vie, moi. Et donc on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est évident que vos données, ce que vous êtes, ce que vous faites, nous intéresse, nous, opérateurs. Je vais vous donner la parole, monsieur. Pour délivrer des services. Alors, on peut l'accepter, mais si on l'accepte, on le dit et on le fait. Et je crois que ce n'est pas tout à fait la position française. Deuxième élément, en Estonie, État numérique par excellence, je suis très proche des Estoniens. Pourquoi ils sont intéressés par la donnée publique ? Typiquement, quand vous allez avoir un enfant, immédiatement, on vous propose les 3 crèches les plus près de chez vous, puisque l'État sait déjà où vous habitez. Vous pouvez en choisir une autre, mais il vous en propose déjà 3. Par ailleurs, il vous propose aussi les 3 écoles pour les 3 ans. Et donc, vous pouvez en choisir une autre, mais potentiellement, vous pouvez aussi choisir celles qui vous sont proposées. Quel est l'intérêt pour la collectivité ? Elle a un plan à 3 ans. C'est-à-dire qu'elle sait que dans 3 ans, elle a à 5% près tant d'enfants en petite section de maternelle, tant d'enfants au CP, tant d'enfants. Et donc ça permet de paramétrer les programmes budgétaires. Les budgets des collectivités sont annuels, mais on a toujours une projection sur plusieurs années. Et donc là, on voit que la donnée, elle a une valeur au service, elle a une valeur pour le service public. 2 minutes. Je me suis fait un peu voler un quart d'heure. Alors je vais aller vite, mais c'était important pour moi de vous donner des exemples concrets de ce qu'on est en train de dire, parce que c'est ça l'enjeu, c'est on a de la tech, on a des usages, mais à la fin, ça sert à qui ? Ça sert aux citoyens. Je voulais vous poser la question de savoir ce que doit faire un maire. Du coup, je ne vais pas le faire, mais je suis à disposition. Non, il nous reste du temps parce qu'on nous a dit 2 minutes, mais dans le programme, c'était un peu plus long. Et puis, on a commencé à 45.
Allez, on va prendre un tout petit retard et on s'excuse auprès de notre ami le président de la Smart Building Alliance. Je vous pose la question de l'expérimentation. Il nous reste combien de temps réellement? Je n'arrive pas à comprendre. Normalement 2 minutes, mais disons, on va dépasser un tout petit peu. Faites le plus concis possible, s'il vous plaît. Vous m'en donnez 7 ? 7 maximum. 7, ok, je tiens le délai. L'expérimentation, c'était la question. Donc du coup, on ne prend pas de question. Un mot sur l'expérimentation. S'il fallait faire une expérimentation, c'est quand et c'est quoi? Alors, je ne pourrais pas répondre c'est quand et c'est quoi, parce qu'il y a beaucoup d'expérimentations à faire. L'expérimentation, c'est un enjeu fondamental. Sinon, on croit ce qu'on nous dit. Je vais prendre des exemples un peu caricaturaux sur la reconnaissance faciale. On nous dit que la reconnaissance faciale, elle est raciste. La reconnaissance faciale, elle est discriminante par le genre. Ça veut dire quoi? Mon système, avec ma base de données, est-ce qu'il est raciste? Bon, j'aime pas employer ce terme parce que mon lave-vaisselle n'est pas raciste. Dire qu'une intelligence artificielle est raciste, ça ne veut rien dire, c'est un caractère humain. Mais si je ne le teste pas avec des données opérationnelles, en modifiant mes paramètres de mon système à moi, je ne vais pas dire que mon système il est a priori discriminatoire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut expérimenter. Et l'expérimentation, ça ne doit pas non plus être un blanc-seing. C'est-à-dire que 6 mois après, 1 an après, j'ai modifié mes datas, et ben mon système ne réagira pas pareil. Donc il faut que je le reteste et que je le réévalue. Donc il faut une expérimentation pour tester des frontières méconnues, mais après il faut être capable d'avoir des évaluations en continu pour effectivement s'assurer que ça ne dérive pas et qu'on n'ait pas de distorsion dans les résultats potentiels de nos outils. Là, typiquement, on a en termes d'expérimentation, on a testé des outils d'analyse prédictive de la délinquance. C'est très loin de Minority Report, c'est très loin de PredPol, ça ne s'intéresse pas aux personnes mais aux faits. Mais dès lors qu'on en parle, on nous remet Minority Report et puis PredPol en avant, alors que ça n'a rien à voir. On parlait des drones tout à l'heure, ce serait intéressant de voir quel type d'application on peut faire avec les drones et la détection d'objets. Pas plus tard qu'hier, j'avais un montagnard qui m'interrogeait dans le cadre de catastrophes dans les montagnes. Est-ce qu'on pourrait visualiser par un drone, détecter des objets, potentiellement un bras d'une personne s'il y a eu un crash d'avion ou des choses comme ça? Ben oui, c'est des choses qu'on a besoin de faire. Et faire décoller un drone, c'est peut-être plus simple que de faire décoller un hélicoptère. Et c'est des moyens quand même qui coûtent moins cher à l'État. Et j'arrête là. Parce que l'expérimentation, en plus, ça permet de casser les idées reçues et les fantasmes. Exactement. Peut-être, Président, sur... Deux points courts sur l'expérimentation. Dans un premier temps, retomber sur des outils de confiance et donc environner votre expérimentation avec des produits souverains qui sont au sein de... Souverains, donc français ou européens? Français, plutôt qu'israéliens ou asiatiques ou autres. Alors, il faut de tout pour faire un monde et la souveraineté ou la confiance n'est pas forcément du pur player français. Mais on a ce regard-là. Donc ça, c'est le premier angle déjà sur lequel j'aimerais insister. Et le deuxième point, puisqu'on a un outil au sein de l'N2V avec 130 usages, pour moi, l'expérimentation, et on a déjà commencé avec Richard Liseret sur sa ville de Chartres, on fait un tableau Excel avec les 130 lignes, les 130 usages, et je lui ai fait remplir des croix sur des colonnes, court terme, moyen terme, fin de mandature, long terme, on verra un jour, ça peut être intéressant, ou jamais de la vie, 4 colonnes. Et pour chaque ville, sur ces 130 lignes et ces 4 colonnes, mettez des croix et expérimentez. Et précisément, l'idée du CSF, c'est de consolider toutes ces expérimentations pour que, et à nouveau, plutôt que le député pense que ça c'est mieux qu'autre chose, etc., qu'il puisse se baser sur des faits scientifiques. Sur des données. Sur des données, des réalités. Ça, on pensait que c'était top, c'est nul. Ça, le citoyen n'en veut pas, j'ai eu que des ennuis. Ça, je ne pensais pas que tout le monde en veut. Enfin, en résumé, l'expérimentation va permettre de décanter, en fait, tous ces outils à la française. Merci, Président. Je voudrais aussi évoquer le questionnaire de la gendarmerie pour évaluer un petit peu ce qu'on fait si on est cybersécurisé ou pas dans sa collectivité. Et d'ailleurs, il y aura un label, je travaille avec le général Bogès, un label de ville cyber-responsable, ce qui ne veut pas dire qu'on est cybersécurisé, ça veut dire qu'on démarre quelque chose. Et la première étape, c'est la formation, et on en a parlé. Je suis désolé, je suis un fervent partisan de la démocratie.
et je travaille avec le Parlement. Je voudrais savoir s'il y a une ou deux questions. Une question peut-être? Oui, monsieur, et c'est exactement pour vous que je... Et donc ce sera question courte, réponse courte, et on aura tenu les 7 minutes qui nous ont été octroyées. Une remarque par rapport à Google qui revient dans le domaine de la santé après avoir laissé Google Health tomber, où là, il collectait simplement des documents depuis les hôpitaux. Donc ça avait été mis en place aux États-Unis. Pour les assurances, en fait, jusqu'à présent, c'est déclaratif, tandis que là, c'est factuel. Donc effectivement, ça intéresse Google pour revoir les actuaires et pour revoir le risque de comorbidité en fonction des tranches d'âge. Donc ça, c'était la remarque. La question, est-ce que vous pensez qu'il y aura une sorte de transitivité de la gouvernance telle qu'elle est prévue au niveau national vers les maires, effectivement? C'est-à-dire que quelque part, c'est non seulement la data, mais aussi l'algorithme. Et le colonel vient de nous dire qu'il faut revoir les algorithmes en permanence parce que le contexte évolue. Merci. À haute voix? Hassan Aïté Saguir, je travaille dans une collectivité territoriale dans le Pas-de-Calais, donc pour vous situer. Juste moi, ce qui me pose vraiment question et problématique, c'est les verrous un peu institutionnels aujourd'hui au niveau législatif. Comment peut-on avancer pour pouvoir en tout cas libérer et permettre en tout cas que les données individuelles puissent être recensées, puissent être mutualisées au profit de l'écologie ou du bien-être ou de la sécurité, tout en protégeant les données, parce qu'il y a une réticence aussi bien citoyenne, mais aussi des politiques locaux. Merci de votre question. Sur ce dernier point, c'est justement le Parlement et le travail de parlementaires qui sont beaucoup plus à l'aise aussi avec le numérique et donc qui ont saisi le sujet. Le gouvernement actuel a été très proactif sur ces questions-là et je pense qu'effectivement, il faut faire monter à bord en fait les utilisateurs et donc les usagers. Ce label dont je parlais, il va impliquer les maires et des maires qui sont en lien avec les élus nationaux. Et je pense aussi que c'est ça, et c'est ce qui est formidable dans la tech, c'est qu'il faut mettre l'humain au cœur, une bonne discussion, et puis ensuite on met les outils en place. Moi, je suis assez optimiste sur la question de monsieur. En une phrase, parce que cette fois on prend 1 minute de retard. En une phrase très courte, je l'espère. Qu'il y aura effectivement cette possibilité-là, mais je l'espère et je vais préciser, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que le maire soit capable d'appréhender ce défi-là. C'est pas toujours simple. Moi, je commandais un département il y a peu de temps. On a des maires, objectivement, ça les intéresse pas et ils sont dépassés. Par contre, le maire qui s'y intéresse, et ça rejoint un peu cette notion de label, au contraire, il faut qu'il ait cette possibilité. Mais s'il ne le souhaite pas, il faut qu'il y ait de la subsidiarité et que ce soit fait quand même, quoi. Il ne faut pas de territoire abandonné sur ces notions-là. Mais oui, il faut donner le pouvoir aux élus locaux. L'État a assez de choses à faire. Merci, mon colonel. Je vous en prie, le mot de la fin pour vous et ensuite... Et donc, pour la deuxième question, j'aimerais y répondre. Là, il doit y avoir un réflexe. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il faut avancer n'importe où. Il faut connaître le dossier, donc entourez-vous bien de personnes compétentes en la matière. Et il y a un cadre qui existe, qu'on a vu comme une contrainte, comme un risque, et qui est en fait une énorme opportunité, ça s'appelle RGPD. Dès lors que vous avez une étude d'impact de ce que vous voulez faire, que c'est sain, que c'est cohérent, que les données sont gérées comme ci, comme ça, etc., vous avez de nombreux droits. Et on croit, parce qu'on a peur de la CNIL, alors que la CNIL n'est là que pour vérifier que vous êtes bien câblé, travailler dans un contexte RGPD avec votre DPO, etc., il n'y a aucune raison de ne pas lancer justement votre propre expérimentation. Et vous pouvez d'ores et déjà faire aujourd'hui beaucoup de choses. Mais on en a peur, voilà. Merci beaucoup, merci à tous. On reste disponible à l'issue de cette table ronde. Merci, effectivement, vous pouvez applaudir nos 3 intervenants. Merci, je sais que le temps est contraint et c'est avec tous mes remerciements que vous avez réussi à tenir à peu près les délais.